Je m'appelle Nicolas. J'ai 33 ans et je suis routier depuis presque 10 ans. Le ronronnement régulier du moteur diesel, les vibrations qui remontent dans le dos à travers le siège, le léger balancement de la cabine et les kilomètres qui défilent sans fin, comme les images d'une vieille pellicule usée, font partie de mon quotidien depuis si longtemps que je ne les remarque presque plus. J'ai parcouru le pays dans tous les sens, je connais chaque poste de contrôle, chaque station-service où le café est buvable et chaque petit restaurant routier où l'on mange presque aussi bien qu'à la maison. Mais la maison, c'est autre chose. C'est sacré. Je n'ai jamais été du genre à me vanter d'un nouveau camion ou d'une quelconque réussite professionnelle. Ce dont je suis vraiment fier, c'est de ma famille. Je pensais souvent sur la route que le vrai succès d'un homme, ce n'est pas l'argent, pas une belle voiture, mais cette chaleur qui t'attend quand tu rentres après 15 jours de tournée. L'odeur des tartes dans l'escalier. Le bruit des petites voix et des pieds nus dans le couloir. Ces bras qui te serrent fort, comme si elle avait peur que tu disparaisses à nouveau pour un mois entier. À la maison m'attendaient 3 femmes, mes 3 univers, les 3 raisons pour lesquelles je rentrais toujours, quelles que soient les conditions météo, les embouteillages ou les nuits glaciales. Aurélie, ma femme, une femme blonde et mince de 29 ans dont le sourire pouvait réchauffer même les journées les plus grises d'automne. Et nos jumelles de 8 ans, Emma et Léa. 2 petites rousses pleines de taches de rousseur sur le nez, 2 copies presque parfaites de leur mère, avec pourtant mon caractère têtu dans le regard. Je croyais dur comme fer à tout cela. J'en vivais. Notre appartement dans un quartier calme de banlieue, 2 chambres, un salon spacieux avec un grand écran que j'avais acheté l'année précédente avec une prime, et une petite cuisine où Aurélie passait des heures à découper des biscuits avec des emporte-pièces en forme d'étoiles. Je leur donnais tout ce dont elles avaient besoin, de nouvelles robes pour la rentrée des classes, des inscriptions à la piscine, des produits de beauté pour elles. Jamais rien ne leur manquait. Je pouvais disparaître des semaines sur les routes, mais chaque euro finissait à la maison. Aurélie était pour moi le symbole de la fidélité et du foyer. Elle était l'unique. Nous nous sommes rencontrés après nos études. Moi, je sortais d'une formation en mécanique automobile, elle était venue avec une amie à une petite fête. J'étais un garçon maigre et maladroit, les mains pleines de durillon. Elle, c'était la plus belle fille de la soirée, celle que tout le monde regardait. Elle m'a choisi. Un simple gars sans argent, sans appartement, sans perspectives évidentes aux yeux de mes anciens camarades. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. 2 ans après naissaient les jumelles. J'avais dormi à la maternité sur un lit pliant, j'avais peur de respirer trop fort près de ces 2 minuscules petites filles. Aurélie était pâle, épuisée, mais heureuse. Elle m'avait murmuré, « Maintenant nous sommes une grande famille. Tu es l'homme de la maison, Nicolas. Tu es responsable de nous. » J'avais pris cette responsabilité avec la fierté d'un soldat qui reçoit une décoration. Je vivais pour elle. Chaque kilomètre sur l'autoroute, chaque nuit sans sommeil, chaque économie, tout était pour elle. Je ne me plaignais jamais. C'était mon choix. La journée qui a tout changé a commencé comme les autres. Tôt le matin du samedi, je rentrais d'une longue tournée de 15 jours. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais dormi dans un vrai lit, pas sur le siège rigide de la cabine. Dehors, une pluie fine et persistante d'octobre tombait sur les vitres. Les filles s'activaient dans leur chambre, disputant bruyamment quelle robe mettre pour leur anniversaire. Emma voulait la rose, Léa la bleue. La dispute s'est terminée comme d'habitude par une petite bagarre autour de la télécommande de l'ancien téléviseur. « Papa, elle m'a tiré les cheveux », a crié Emma. « C'est elle qui a commencé », a répondu Léa. J'ai souri dans le couloir. J'aimais ce chaos quotidien. C'était la preuve que la vie continuait normalement, que tout était à sa place. Aurélie était devant la cuisinière, faisant des crêpes, le petit déjeuner préféré des filles le week-end. Elle portait sa robe de chambre couleur lavande. Ses cheveux étaient relevés en un chignon négligé, elle n'avait pas mis de maquillage. Elle restait pourtant, à mes yeux, la plus belle femme du monde. Je me suis approché par derrière, je l'ai enlacée et j'ai déposé un baiser dans ses cheveux. « Joyeux anniversaire, mes princesses », ai-je dit doucement. Elle s'est retournée et m'a souri, mais quelque chose clochait dans ce sourire. Une légère tension aux commissures des lèvres, des cernes qu'elle avait essayé de masquer. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue. La maison, les enfants, l'école, les activités, les femmes portent tout cela pendant que les hommes sont sur les routes. Je ne voulais pas voir plus loin. Je ne voulais pas douter. Nicolas,
tu te souviens qu'il faut aller chercher la commande à l'hypermarché? M'a-t-elle demandé en retournant une crêpe. J'ai payé en ligne les poupées, le jeu de construction et le gâteau à la fraise comme elle voulait. Je vais prendre une douche et dans une heure on y va avec les cadeaux. Tu viens avec nous? Non, a-t-elle répondu trop vite. Je préfère rester ici pour préparer la table. Vous serez plus rapide sans moi. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Je suis allé me doucher, j'ai enlevé la poussière de la route, je me suis rasé et j'ai enfilé un jean propre et un t-shirt. J'ai habillé les filles avec des vestes identiques bleu marine. Elles adoraient être habillées pareil quand ça les arrangeait. À 11h30 nous sommes sortis de l'appartement. La pluie avait cessé. L'asphalte brillait. Le soleil perçait faiblement entre les nuages bas. Emma et Léa sautaient dans les flaques en me tenant la main. Je me sentais comme un super-héros ce matin-là. Nous sommes montés dans notre vieille berline familiale. J'ai installé les filles dans leur siège auto à l'arrière, j'ai mis une histoire audio et nous sommes partis pour l'hypermarché. Le trajet a duré 15 minutes. Le parking était plein ce samedi matin. J'ai trouvé une place au fond, entre un grand véhicule noir et une fourgonnette un peu cabossée. J'ai pris les filles par la main et nous sommes entrés. Tout s'est passé normalement au début. Chariot, liste sur le téléphone, retrait de la commande au service après-vente. Nous sommes ressortis une heure plus tard. Je portais le gros sac avec les cadeaux et le gâteau d'une main, et Emma de l'autre. Léa tenait le petit sac qu'Aurélie avait demandé. Je pensais déjà à la tête qu'Aurélie ferait en nous ouvrant la porte, au cri de surprise des filles. J'ai même souri tout seul en marchant vers la voiture. C'était un de ces moments où tout semble parfait. Où tu te sens le roi du monde parce que tu rentres à la maison avec des cadeaux et que ta famille t'attend. C'est alors que je l'ai vue. Elle se tenait près du capot de notre voiture. Une femme d'une quarantaine d'années, manteau noir, lunettes de soleil malgré le ciel gris. Cheveux tirés en chignon sévère, traits marqués, lèvres fines serrées. Elle semblait attendre quelqu'un ou chercher quelque chose du regard. Je me suis méfié instinctivement, mais j'ai pensé qu'elle s'était simplement trompée de voiture. J'ai approché. Elle s'est retournée, a enlevé ses lunettes. Ses yeux étaient très sombres, presque noirs, et ils brûlaient d'une telle colère que je me suis arrêté net. « Vous êtes Nicolas » a-t-elle demandé d'une voix sans aucun doute possible. « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé les filles, puis moi. Soudain elle a fait un pas en avant et a crié. Pas hausser la voix, elle a vraiment crié, assez fort pour que plusieurs personnes sur le parking se retournent. « Ta femme me trompe avec mon mari, et toi, l'idiot, tu lui apportes encore des cadeaux. » J'ai figé sur place. Le mot « trompe » m'a frappé en plein plexus avec une telle violence que j'ai eu l'impression qu'un poids lourd m'avait percuté à pleine vitesse. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas voulu comprendre. Derrière moi, Emma s'est mise à pleurer de surprise. Léa s'est serrée contre ma jambe. Comment ? Ai-je seulement réussi à articuler, la voix blanche. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. Le monde autour de moi s'est comme figé. La femme, que j'ai su plus tard s'appelait Nathalie, n'en a pas fini. Elle brandissait son téléphone comme une arme. Tu veux des preuves? J'ai tout, vidéo, capture d'écran, message. Elle a continué, la voix de plus en plus forte. Elle déshonore ta famille en voyant mon mari dans ton dos. Il vit à mes crochets et ta Aurélie court chez lui dès que tu pars en tournée. Juste à ce moment, Aurélie est sortie de l'hypermarché. C'était complètement inattendu. Je l'avais laissée à la maison. Je me suis retourné brusquement. Elle se tenait sur les marches, pâle comme un linge, les yeux immenses. Elle portait le manteau lavande que je lui avais offert pour notre anniversaire de mariage. Dans ses mains, un petit sac. Elle avait dû oublier quelque chose et nous avoir suivis. Ou pas? Dans ma tête tout s'est mélangé en une seconde. Aurélie est devenue encore plus blanche. Elle a regardé Nathalie, puis moi, puis les enfants. Ses lèvres ont tremblé. Elle s'est mise à pleurer. Un vrai chagrin laid, avec des reniflements et des hoquets incontrôlables. Le sac lui a échappé des mains. Une petite boîte a roulé sur l'asphalte mouillé. « Nicolas, s'il te plaît, pas ici » a-t-elle murmuré d'une voix brisée. Nathalie a souri, un sourire dur et presque cruel. « Tu pensais aux enfants quand tu allais chez mon mari. » Elle s'est tournée vers moi. « Réfléchis bien, mon gars.
Je laisse mes coordonnées sous ton essuie-glace. Si tu veux la vérité, appelle. Sinon, vis avec ce que tu as. Elle est partie, talons claquants sur le sol humide. J'ai vu qu'une carte de visite était bien glissée sous l'essuie-glace. Je ne savais plus quoi faire. Emma pleurait fort. Léa agrippait ma jambe sans lâcher. Aurélie se cachait le visage dans les mains, les épaules secouées de sanglots. Des gens commençaient à nous regarder avec curiosité ou pitié. J'ai serré les dents. J'étais un homme, j'étais le chef de famille. Aurélie, reprends-toi, ai-je dit d'une voix dure, presque autoritaire. Les enfants nous regardent. C'est leur anniversaire aujourd'hui. On réglera ça plus tard. J'ai ouvert la portière arrière, j'ai installé les filles en pleurs dans leur siège et attaché leur ceinture. Aurélie s'est assise à l'avant sans un mot, fixant la vitre. Ses doigts tremblaient sur ses genoux. J'ai démarré et quitté le parking en silence. Nous sommes rentrés dans un silence pesant. Les filles s'étaient calmées dans la voiture. Même l'histoire audio ne passait plus. Emma regardait par la fenêtre les maisons mouillées, Léa serrait son petit lapin en peluche. Je me suis garé dans la cour, j'ai coupé le moteur et je suis resté quelques secondes à regarder les gouttes recommencer à tomber sur le pare-brise. Les mots de Nathalie me rongeaient le cerveau. J'essayais de trouver une explication. Une erreur? Une confusion de personnes? Mais au fond de moi, quelque chose me disait que non. C'était trop précis, trop sûr. Dans l'escalier, les filles ont couru devant en tapant des pieds. Aurélie marchait la tête basse. À la maison, l'odeur des tartes nous a accueillis. Elle avait mis la pâte avant de partir. Sur la table, tout était prêt, assiettes, serviettes à motifs, bougies. Mais il n'y avait plus de fête. J'ai posé les cadeaux sur le canapé. Les filles se sont animées, ont déballé en criant « Merci papa ». Même leur joie n'arrivait pas à chasser les nuages qui planaient sur l'appartement. Aurélie est allée à la cuisine, s'est servi un verre de vin rouge, l'a bu à moitié, puis l'a fini et s'en est resservi. Je l'ai vu, mais je n'ai rien dit. J'ai coupé le gâteau à la fraise. Les filles ont soufflé les bougies. Emma a souhaité un chiot. Léa, un vélo. J'ai souri, mais à l'intérieur tout brûlait. Au dîner, Aurélie a encore bu 2 verres. Elle parlait peu, jetant parfois vers moi des regards pleins de peur. Les filles ont remarqué que maman avait pleuré. Emma, la plus sensible, s'est approchée. « Maman, tes yeux sont rouges. Tu es malade ?» Aurélie l'a serrée contre elle et l'a embrassée sur la tête. « Tout va bien, mon soleil. Maman est juste un peu fatiguée. » Pourquoi la dame sur le parking criait, a demandé Léa. Elle s'est trompée, c'est tout, ai-je coupé rapidement. Les filles, on met un dessin animé? J'ai lancé un film sur la tablette. Les jumelles ont vite oublié le drame. Vers 21h, j'ai couché les filles. Je leur ai lu une histoire, embrassé le front, souhaité bonne nuit. Emma s'endormait déjà. Léa a demandé à boire. Je lui ai apporté un verre d'eau. Tout comme d'habitude. Tout comme toujours. Puis je suis sorti dans le couloir et je suis tombé sur Aurélie. Elle était adossée au mur, ivre, pas complètement, mais bien éméchée. Elle sentait le vin et un parfum sucré. Les yeux gonflés, le nez rouge. Elle m'a regardé avec tant de culpabilité que j'en ai eu mal physiquement. Nous sommes allés dans la chambre. Elle s'est effondrée sur le lit, visage dans l'oreiller, et a commencé à bredouiller. D'abord indistinctement, puis plus fort. Pardon, c'était une erreur, une grosse bêtise. Nicolas, je n'aime que toi et les filles, seulement vous. Tu me crois? Dis que tu me crois. Je suis resté silencieux, debout près de la porte, bras croisés, à la regarder. Cette femme que j'avais mise sur un piédestal. Maintenant je ne voyais plus une déesse, mais une femme perdue, ivre, terrifiée. Et c'était plus effrayant que tous les cris du parking. Quelle erreur, Aurélie, ai-je demandé calmement, la voix dure comme de l'acier. Elle n'a plus répondu. Les sanglots l'étouffaient. Cette nuit-là je n'ai pas dormi. Allongé sur le canapé sous la couverture, je fixais le plafond. Les questions tournaient sans fin dans ma tête. Appeler Nathalie? La rencontrer? Et si la vérité était pire que tout? Peut-être valait-il mieux faire comme si rien ne s'était passé? Mais je n'étais pas homme à me voiler la face. J'étais routier.
J'avais l'habitude d'affronter les dangers. J'ai pris une décision. Le lendemain était dimanche. Une journée grise et tendue. Les filles ont senti l'atmosphère lourde et sont restées calmes. Aurélie avait la gueule de bois, elle évitait mon regard. Je suis sorti faire quelques courses seul, j'ai marché longtemps dans les rues mouillées, j'ai pensé. Le soir, j'ai décidé. Lundi matin, je l'appellerai. Le lundi, je me suis levé tôt. Les filles étaient parties à l'école. Aurélie avait pris un jour de congé. Elle était dans la cuisine, pâle, les yeux rouges, une tasse de thé froid devant elle. Elle a sursauté quand je suis entré. Nicolas, je... Tais-toi, ai-je dit. Je suis allé dans la chambre, j'ai enlevé ma veste, puis je me suis retourné vers elle. Dans mes yeux il n'y avait plus de colère, seulement un vide immense. J'ai tout vu, ai-je dit. Les vidéos dans l'entrée, dans le couloir, dans la chambre. Aurélie est devenue livide. Elle a reculé jusqu'au réfrigérateur. Non, tu n'as pas pu. Nathalie me les a montrés. Ton Vincent, mon ancien camarade de classe. Tu te souviens de lui? Il est venu ici il y a 3 ans. Tu avais dit qu'il était sympa. Je n'y avais pas prêté attention. Erreur. Elle s'est effondrée à genoux sur le carrelage de la cuisine. Elle a rampé vers moi, humiliée. Elle a agrippé mes jambes, a pressé son visage contre mon jean. Nicolas, pardonne-moi, ce n'était qu'une ou 2 fois. Je le jure sur les filles, juste un moment de faiblesse. Tu es toujours parti, j'ai tout fait. Il est arrivé, il m'a fait des compliments. Je me suis laissé faire comme une idiote, mais ça ne voulait rien dire. Je n'aime que toi, seulement toi et les filles. Je vais me racheter, je te le promets. Elle pleurait, étalant ses larmes sur ses joues. Sa voix passait du cri au murmure. Elle jurait sur les enfants. Elle parlait de faiblesse, d'erreur, de « plus jamais ». Je restais immobile, la regardant. Je ne la reconnaissais plus. Les images des vidéos me brûlaient les yeux. Aurélie et Vincent, leur sourire, leur baiser. La confiance avait disparu. Pas fissurée, évaporée comme de la fumée. J'ai compris que je ne pourrais plus jamais croire ses paroles. Chaque fois qu'elle dirait « je vais au travail », je penserais « ou chez lui ». Je l'ai doucement repoussé du pied. « Lève-toi. Ne te ridiculise pas. » Elle s'est relevée en titubant, s'est essuyé le visage avec sa manche, m'a regardé avec un espoir pathétique. « Tu me pardonneras? On pourra tout oublier. » Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas de réponse. À ce moment, la porte d'entrée a claqué. Emma et Léa sont entrées en courant, ramenées par la voisine. Elles ont jeté leur cartable et se sont précipitées vers moi. Papa est là. Elles se sont accrochées à moi, jacassant sur l'école. Pendant un instant j'ai oublié tout le reste. Je les ai serrées. Papa, on joue au twisté? A demandé Léa en tirant ma manche. On va te battre? J'ai accepté mécaniquement. Nous avons étalé le tapis dans le salon. Les filles riaient, tombaient, s'en mêlaient. Moi je les regardais et je ne voyais qu'elles, les mêmes cheveux clairs, les mêmes taches de rousseur, la même forme d'yeux. Un sentiment étrange et douloureux m'a envahi. Je les aimais à la folie, mais c'était aussi le sang de la femme qui m'avait trahi qui coulait en elles. Je ne savais pas quoi en faire. Le soir, quand les filles se sont endormies, je suis sorti sur le balcon. Dans mes mains je triturais la carte de visite de Nathalie. Le téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai décroché. Nicolas, c'est Nathalie. Sa voix était calme. Je ne dérange pas? Je voulais juste te redire que la place est toujours libre. Un salaire 2 fois plus élevé. Des tournées locales, rentrer tous les soirs. Tu verras tes filles tous les jours. Tu pourras oublier tout ça et recommencer. Réfléchis. J'ai regardé le ciel noir sans étoiles. Je vais y réfléchir, ai-je répondu avant de raccrocher. Je suis rentré, j'ai regardé les filles dormir. Emma est allée en étoile, Léa roulait en boule avec son lapin. J'ai rajusté les couvertures, embrassé leur front. L'odeur d'enfant, shampoing, lait, chaleur. Je suis retourné à la cuisine. Aurélie était assise, buvait du thé. Elle ne pleurait plus. Elle me regardait de bas en haut comme un chien battu attendant son sort. Nicolas,
Qu'est-ce que tu as décidé, a-t-elle demandé doucement. Je me suis assis en face d'elle. Longuement. Je ne sais pas, ai-je répondu franchement. Une partie de moi veut faire ses valises et te mettre dehors. Une autre veut t'oublier pour les filles. Mais je ne sais pas si je pourrais un jour te regarder sans voir son visage. Tu comprends? Elle a hoché la tête. Une larme a roulé dans sa tasse. Je l'ai mérité, a-t-elle murmuré. J'ai pensé à la vie qui me semblait solide comme mon vieux camion et qui s'était effondré d'un seul coup. Pas à cause d'un accident, d'une maladie, mais à cause d'un mensonge, d'une vidéo, d'une rencontre sur un parking. Nathalie m'offrait une sortie, un nouveau travail, des journées normales, une vie nouvelle. Sans Aurélie ou avec elle, mais sur d'autres bases. Je ne savais pas. Dans la chambre, un lit a grincé. Emma s'était retournée. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé demain matin, réveiller les filles, les emmener à l'école, puis prendre le volant pour une nouvelle longue tournée. Ou accepter la proposition de Nathalie et rentrer tous les soirs. Pourrais-je contrôler? Pourrais-je regarder chaque jour dans les yeux la femme qui m'avait trahi? Il n'y avait pas vraiment de choix. Il n'y avait que la douleur. Et deux petites personnes dans la chambre à côté qui dormaient et rêvaient de chiots et de vélo. Elle ne savait rien. Elle n'avait pas besoin de savoir, pas encore. J'ai pris le téléphone sur la table et j'ai composé le numéro de Nathalie. J'accepte, ai-je dit. Mais à une condition, je ne quitte pas la maison. Les filles doivent grandir avec leur père. Pour Aurélie, on verra plus tard. C'est raisonnable, a-t-elle répondu. Demain à 9 h au bureau. Je t'envoie l'adresse. Elle a raccroché. J'ai rangé le téléphone. Aurélie me regardait, retenant son souffle. Tu restes? A-t-elle demandé d'une voix tremblante. Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant elle, je me suis allongé sur le canapé du salon et j'ai tiré la couverture sur moi. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormi non pas au son des rires des enfants ou des baisers de ma femme, mais au bruit de la pluie qui tambourinait sur la vitre, comme si elle pleurait ce qui ne reviendrait jamais. Demain commencerait une nouvelle vie. Nouveau travail, nouvelle route, ancienne blessure qui, peut-être, ne se refermerait jamais. Mais les filles auraient toujours leur père à la maison le soir. C'était la seule chose dont j'étais sûr. La seule chose qui comptait encore. Partagez votre avis dans les commentaires, que feriez-vous à la place du héros? Resteriez-vous à la maison pour vos enfants, malgré l'infidélité, ou partiriez-vous? Expliquez votre choix. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à nous laisser un « j'aime ».